Bonjour, c'est professeur Chariette. Nous allons voir ensemble les maladies hépatiques chez l'enfant. Comme objectif que nous avons tracé, il faut que l'étudiant sache reconnaître une cholestase, sache faire la démarche diagnostique devant toutes les pathologies hépatiques que nous allons traiter ensemble. Savoir évoquer les maladies métaboliques après avoir éliminé les causes les plus évidentes. C'est vrai, les maladies métaboliques restent des maladies rares, il y en a celles qui relèvent de traitement. Et donc, par conséquent, nous pourrons sauver ces enfants. Et enfin, savoir prendre en charge certaines maladies hépatiques. Donc nous allons voir d'abord une introduction, une généralité, puis nous allons voir les pathologies hépatiques que nous avons choisies pour vous, les cholestases, les insuffisances hépatocellulaires et les cirrhoses. Le foie est le plus volumineux organe de l'organisme. Ses principales fonctions sont le métabolisme des nutriments, tels que les lipides, les protéines et les glucides. Il intervient dans la synthèse protéique, notamment des enzymes, aussi des transporteurs de beaucoup de particules. Vous avez l'albumine, les facteurs de coagulation, la tauglobine, les cyclophiliques transférés, les inhibiteurs de protéase. Il y en a une grande série. Il intervient aussi dans le stockage de certains minéraux, comme le cuivre, le fer, et aussi la vitamine A, vitamine D, vitamine B12. Il intervient aussi dans l'excrétion, telles que les sels biliaires, de la bilirubine et aussi de nombreux médicaments. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont éliminés par le foie. Alors aussi, dans les généralités, nous allons parler de l'ictère, puisque vous savez que l'ictère est un symptôme qui est révélateur de beaucoup de pathologies hépatiques chez l'enfant, comme chez l'adulte d'ailleurs. C'est quoi l'ictère? Tout le monde le sait, c'est une coloration jaune de la peau et des muqueuses. Il est lié à la présence d'un taux de bilirubine élevé dans le sang. C'est un symptôme fréquent, notamment en période néonatale. Et ça relève de l'intérêt diagnostique étiologique, voire pronostic. Donc, d'où vient cette bilirubine? C'est la dégradation de l'hème en biliverdine. Et là, vous avez la libération de la bilirubine libre, ou dite aussi non conjuguée, qui va subir un cycle, une conjugaison, une sécrétion à travers le foie. Plus particulièrement, vous avez ce schéma qui vous schématise, qui vous récapitule un petit peu le métabolisme de la bilirubine. Cette bilirubine, une fois dégradée, cette hémoglobine, une fois dégradée, qui va nous donner de la biliverdine, c'est elle qui se transforme en bilirubine libre. Et donc, au niveau qui va être libéré dans le sang, mais jamais seul. C'est souvent associé à l'albumine. Une fois au niveau du foie, elle va subir ce qu'on appelle une buriloconjugaison. Donc une partie, et on aura ainsi la bilirubine conjuguée, ou dite aussi la bilirubine directe. Donc une partie va subir ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. Donc une partie de cette bilirubine conjuguée, elle va passer à travers les différents tissus, une autre partie à travers les selles, donc responsables de la coloration ainsi des selles, et une partie aussi qui va subir une excrétion au niveau des urines, et c'est responsable de la coloration ainsi des urines. Donc vous imaginez un peu s'il y a un obstacle à l'évacuation de cette bilirubine, nous aurons des selles décolorées, et nous aurons aussi, donc ce cycle-là, il n'y aura pas, et ici nous aurons des selles qui sont, des urines qui sont très très colorées. Donc ce pigment biliaire qui va s'accumuler dans l'organisme, mais l'accumulation va intéresser encore plus les organes tels que le foie, le sang, la peau
et le cerveau. Il faut savoir différencier un ictère à bilirubine conjugué, qui dit aussi direct, d'un ictère à bilirubine non conjugué ou indirect, dit aussi libre. Autrement dit, un ictère à bilirubine conjugué, c'est ce qu'on trouve au niveau des cholestases, c'est-à-dire que c'est un ictère qui est présent, donc ça va colorer encore plus foncé les urines, les selles, elles vont devenir décolorées, et c'est rare, et parfois on trouve un produit dû au dépôt des sels biliaires dans la peau. Pour comparaison, un ictère à bilirubine libre conjugué, l'ictère lié, bien sûr, les urines sont claires, normalement colorées, les selles, elles sont normalement colorées, donc elles ne sont pas blanchâtres ou ce qu'on appelle décolorées. Et puis, il n'y a pas de prurite, puisqu'il n'y a pas de dépôt de sel biliaire dans la peau. Donc, l'orientation clinique, elle est faite, puisque c'est une coloration, comme on avait dit, cutanéo-muqueuse, d'intensité variable de la peau. Donc, ça va nécessiter le dosage sanguin de la bilirubine. Et ce qu'on fait, c'est on dose la bilirubine totale et la bilirubine indirecte dans le sang. Quant à la bilirubine directe ou conjuguée, c'est par une soustraction, c'est-à-dire on va soustraire la bilirubine, la bilirubine indirecte de la bilirubine totale, et ainsi on aura le taux de la bilirubine conjuguée. Et donc là, nous allons entamer le premier chapitre qui concerne les cholestases. Les cholestases, comme vous devinez, c'est un syndrome qui regroupe l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques dues à quoi? En fait, dues à la diminution ou bien l'arrêt total de l'évacuation de la bile. On va voir par la suite comment ça se passe, quel est le mécanisme. Oui, l'intérêt, c'est des pathologies qui sont relativement fréquentes en pédiatrie. Problème qu'elles posent, c'est beaucoup de problèmes de diagnostic étiologique, puisqu'il y a beaucoup de pathologies qui donnent lieu à une cholestase. Et puis de là, il y a le pronostic. Donc ce pronostic, comme dans certaines pathologies, qui ne pardonne pas. Alors le pronostic dépendra de la précocité du diagnostic et ainsi de la précocité et de la qualité de la prise en charge. Notamment, par exemple, vous avez la crise des voies biliaires que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Donc on avait dit que c'est un obstacle. Cet obstacle de l'évacuation de la bile, soit sur les voies biliaires excrétrices, et communément on va dire les cholestases extrahépatiques, et soit c'est une gêne à l'évacuation intracanaliculaire ou trouble intrahépatocytaire, c'est-à-dire c'est en rapport avec l'hépatocyte elle-même. Et là, on regroupe là le nom de cholestase intrahépatique. C'est un rappel anatomique pour vous distinguer ainsi l'arbre biliaire que vous voyez ici. Donc, vous voyez c'est ce qu'on appelle les voies excrétrices extra-hépatiques en dehors du foie. Voilà. Et puis, vous avez les voies intrahépatiques, par exemple, et aussi dans le pharynge. Quelles sont les conséquences de cette absence, ou bien de cet obstacle? Donc, l'obstacle à l'évacuation de la bilirubine, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de bile dans la lumière intestinale. Ça va entraîner une malabsorption des graisses, donc ce qu'on appelle une augmentation de la stéatorée, une malabsorption des vitamines liposolubles qu'on connaît tous sous le nom de ADEP, vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K. Et cliniquement, vous aurez une décoloration des selles, vous aurez un ictère, vous aurez un prurite qu'on a expliqué tout à l'heure par le dépôt des acides biliaires ou bien des sels biliaires dans la peau. Et par aussi, vous aurez des urines foncées. Rappelez-vous de la triade. Au niveau de l'hépatocyte, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une augmentation paradoxale de synthèse des phosphatases alcalines, des cholestérol, de facteur 8, voilà, etc. Donc, le diagnostic positif, on se rappelle, avant tout, il est clinique. Vous avez la triade d'ictère, cutanéo-muqueux, qui est souvent constant chez nouveau-nés et nourrissants. Il peut être absent ou discrètement présent chez le grand enfant. Et là, c'est souvent plutôt masqué par le prurite, par exemple. Donc, vous avez la triade qui est l'ictère, les urines foncées et les selles décolorées. Cette cholestase, elle est plus nette chez nourrissants, surtout le premier trimestre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut préciser le caractère de cette cholestase.
Déjà au niveau des selles, est-ce qu'elles sont totalement ou partiellement décolorées? Et puis sur le caractère permanent, c'est-à-dire est-ce que c'est l'ensemble des selles ou bien c'est quelques selles au cours de la journée qui vont être décolorées. En parallèle, quand l'examen clinique, nous allons essayer d'apprécier la présence de ce foie qui est souvent associée. Elle peut être modérée comme elle peut être très importante. Et là, il est primordial d'apprécier la consistance de ce foie. Un foie dur, c'est un synonyme d'un foie cirrhotique. Nous allons voir ça par la suite. Et puis, le prurite, qui, on avait dit, chez le grand enfant, peut être le seul signe clinique très exagéré la nuit. Et là, on le retrouve surtout dans les cholestases par hépatite. Sur le plan biologique, c'est un syndrome de rétention biliaire que nous allons mettre en évidence. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va dire syndrome de rétention biliaire ou bien syndrome de cholestase, sur le plan biologique, c'est une hyperbilirubinémie conjuguée, c'est une augmentation de triglycérides et du cholestérol, des phosphates alcalines, un syndrome de cytolyse avec une hypergamma-GT et les acides biliaires, si on a l'opportunité de les doser, on va les trouver élevés dans le sang, dans les urines et dans la bile. En parallèle, on trouvera un syndrome de malabsorption qui est secondaire toujours à la cholestase, l'islastéatérée, l'hypovitaminos K et aussi par conséquent un TP qui est effondré, un TP effondré, mais qui en absence de stade d'insuffisance hépatique, il répond il se corrige à l'administration par voie parentérale de la vitamine K, ce qu'on appelle test de Cohen. Il y aura aussi une diminution de facteurs de coagulation qui sont vitamine K dépendants, à savoir le facteur 2, le facteur 7, le 9 et le 10. Aussi, on peut avoir une augmentation discrète des transaminases, un syndrome de cytolyse discret qui peut accompagner la cholestase. Ça dépendra de l'étiologie. Au pire des cas, ça dépend aussi, on pourra assister à un tableau d'insuffisance hépatocellulaire. C'est des enfants qui vont venir d'emblée, surtout quand il s'agit de nourrissons, et venir d'emblée dans un tableau d'insuffisance hépatocellulaire. Déjà, on le voit sur le plan clinique, vous avez la cholestase, vous avez un foie présent qui est énorme, une circulation veineuse collatérale, on peut avoir même une HTP. Et puis, sur le plan biologique, vous avez une hypoalbuminémie, une hypoglycémie, un TP bas, vous avez des facteurs 5, ce TP qui ne se corrige pas, quand on rajoute, quand on donne à l'enfant de la vitamine K, et vous avez aussi l'effondrement du facteur 5 de coagulation. Donc, le diagnostic positif, il est assez aisé, on va dire. Donc, le diagnostic étiologique, par contre, il faut faire une enquête étiologique. L'enquête étiologique qui passe toujours par l'anamnèse qui va essayer de chercher, d'apprécier les antécédents de cet enfant-là. Déjà, on va commencer par la consanguinité, à la rechercher. Vous savez, la consanguinité, les incrévinés, retrouvés plutôt dans pas mal de pathologies héréditaires, nous allons le voir, telles que les maladies métaboliques. Les antécédents familiaux d'une atteinte dans la fratrie, un même tableau clinique, ou bien d'un décès dans un tableau pareil. Un antécédent personnel, et là on va essayer de tracer tout l'historique de cet enfant-là depuis sa période néonatale. Est-ce que c'est un enfant qui est prématuré? Est-ce qu'il a émis son mécanium ou pas? Là, ça va nous renseigner pour pas mal de pathologies, comme vous savez la mucoviscidose par exemple. Est-ce qu'il a fait objet d'une infection néonatale? Il a pris des antibiotiques qui peuvent interférer avec le métabolisme hépatique. C'est un enfant qui a fait un tableau métabolique aigu néonatal, l'histoire d'hypoglycémie, une histoire de dysnatrémie. C'est des enfants donc, qui ont quand même un passé. Et donc on va essayer de tracer l'historique de cette cholestase, depuis quand elle a commencé, est-ce qu'il y a un intervalle libre, quelle était l'évolution, comment ça se passe, est-ce que c'est par poussée ou bien par des poussées et parfois par intermittence. Est-ce que ça s'est aggravé? Est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse, par exemple? Et surtout, essayer de voir les signes associés à cette cholestase. L'examen clinique qui va apprécier l'état général, comme toutes les pathologies. C'est-à-dire qu'on peut trouver un enfant qui est dans un état général altéré.
L'examen clinique, donc l'état général, on essaiera de voir s'il y a une pâleur, s'il y a un syndrome hémorragique, les paramètres, on appréciera les paramètres vitaux hémodynamiques. Vous avez des signes de dysmorphie qui sont assez particuliers, c'est-à-dire vous aurez peut-être un faciès particulier qui va vous rappeler une maladie que nous allons voir par la suite, qui est ce qu'on appelle le syndrome d'Alagite. Nous allons examiner appareil par appareil, bien sûr abdominal, vous allez voir cette distension, vous allez l'apprécier. S'il y a une hépatomégalie, là aussi, si ces caractéristiques qui vont nous faire aider pour le diagnostic, l'existence de splénomégalie, ces caractéristiques, et s'il y a un syndrome tel qu'une circulation collatérale, donc ce qu'on appelle une HTP avec acide, ce qu'on appelle une masse abdominale autre que le foie. Sur le plan cardiovasculaire, il faut chercher des atteintes cardiaques, par exemple la présence d'un souffle cardiaque qui peut faire évoquer une cardiopathie. Tel que par exemple, toujours le syndrome d'Alagite, on y revient parce qu'il y a une association avec une atteinte cardiaque. Et puis l'examen, comme on a dit, somatique complet, pulmonaire, rénal, génital, oui. Neurologique, on apprécie l'état neurologique pour apprécier aussi la gravité de la maladie. On examine appareil par appareil. Et au terme de notre examen clinique, nous allons faire des examens complémentaires. Alors, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Sur le plan biologique, un tableau d'insuffisance hépatocellulaire d'emblée, ça peut nous évoquer une hépatite fulminante, ça peut nous évoquer aussi des fois métaboliques aigus. Il y a certaines maladies qui se manifestent par un tableau d'insuffisance hépatocellulaire. La présence d'un cholestérol élevé, ça peut nous évoquer les paucités ductulaires. Là aussi, les gamma-GT, quand elles sont normales, vous avez ce qu'on appelle les maladies de Bailler, ou bien actuellement on dit le fixe, c'est-à-dire le cholestase intrafamilial progressif, autant qu'on ait 3 types. On pourra faire éventuellement l'électrophorase des protéines à la recherche éventuellement de déficit en alpha-antitrypsie qui correspondent à la maladie. Des tests sérologiques, si c'est un enfant qui a moins de 6 semaines, hein, là c'est un petit nourrisson, on pourra faire les CMV, les cytomégalovirus, la rubéole, la toxoplasmose, la syphilis. On pourra faire des tests sérologiques si c'est un enfant plus grand pour les hépatites. Hein, vous avez l'hépatite A qui peut donner un tableau de cholestase, l'hépatite B aussi. Un test de la sueur dans le cadre où on pense à la mucoviscidose, vous rappelez-vous, quand au cours de l'interrogatoire, un retard d'émission de méthaniol associé à une cholestase, ça devra me faire obligatoirement penser à la mucoviscidose et je dois faire un test de la sueur. Il y en a des examens, ça dépend de l'ensemble de résultats, je veux dire de l'enquête. Peut-être on pourra même faire des tests assez spécifiques, disons comme par exemple si on évoque la tyrosinémie, une cholestase chez un nourrisson, on n'est pas pardonné si on passe à côté d'une pathologie comme la tyrosinémie qui relève d'un traitement actuellement avec même un régime, donc on pourra sauver le pronostic de l'enfant. Donc on n'est plus au stade où l'enfant va nous donner ce qu'on appelle un hépatocarcinome. C'était dans l'évolution de certaines maladies, tant que la tyrosinémie. Oui, sur le plan radiologique, nous avons l'apport très important de l'échographie abdominale. L'échographie abdominale qui demande certaines indications, certaines préparations, je veux dire. L'indication liée, elle est claire, hein, quand cholestase, c'est l'échographie. D'ailleurs, c'est un examen qui n'est pas du tout invasif et elle apporte. Bien sûr, en matière de nourrissons et de nouveau-nés et de nourrissons, il faut qu'il y ait quand même une main qui est assez expérimentée pour faire ça. Les conditions, c'est que l'enfant doit rester à jeun pendant 3 à 4 heures, plus. Chose qui est très difficile pour un nourrisson qui est allaité au lait. Vous savez, la digestion, elle est très rapide. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de mettre l'enfant sous perfusion. Donc, il faut quand même assurer un apport hydrique, calorique correct. Sinon, il va nous faire l'hypoglycémie. Donc, c'est possible de la faire, cette échographie. On l'a fait à jeun. Donc, ça va nous permettre de donner des informations sur l'arbre biliaire, notamment la vésicule biliaire, les voies biliaires intra-extra-hépatiques,
le kyste de cholédoque, etc. Va nous donner même des informations sur le parenchyme hépatique en lui-même, c'est-à-dire s'il y a des nodules, s'il y a l'hétérogénécité, ça permet de nous orienter vers certains diagnostics. Ça va nous permettre aussi de voir les épanchements péritonéales, c'est-à-dire en cas d'acide, on va l'objectiver radiologiquement, on va par l'échographie, et rechercher aussi s'il y a une circulation veineuse collatérale. Je veux dire une nouvelle circulation au niveau hépatique. Un autre examen qui est l'IRM, mais cet examen n'est pas à la portée de tout le monde, c'est-à-dire certains hôpitaux ne disposent pas. Mais on peut y arriver, on peut faire ça. Ça dépendra. Donc j'espère qu'on va arriver à pouvoir faire cet examen au niveau de nos hôpitaux. La radio du thorax, oui, si on pense à ça va nous donner, si on pense à syndrome d'Alagille par exemple, nous allons essayer de voir ces anomalies vertébrales. Ça va nous renseigner aussi sur la silhouette cardiaque, s'il y a une atrésie, une sténose de l'artère pulmonaire, on le voit sur la radio. La SPI aussi, qui peut nous donner beaucoup d'informations, notamment du cholédoque, les calcifications projetées qui sont en rapport avec la lithiase biliaire. Donc, nos examens nous ont un petit peu orientés à côté de l'anamnèse et des examens cliniques, des examens paracliniques. Nous avons quand même des diagnostics de ces cholestases. Quand on parle de cholestase, vous avez d'abord, on préfère vous présenter ça en fonction de l'âge d'apparition, si vous voulez. Cause des cholestases néonatales, ou bien ce qu'on va dire les cholestases à début néonatal, parce que là aussi on peut se révéler chez un nourrisson. Alors, vous avez les étiologies qui concernent surtout les voies biliaires. La cholestase, quand elle touche les voies biliaires intra-extra-hépatiques, vous voyez le pourcentage qui est quand même important, 47%. La même chose pour les maladies hépatiques chez l'enfant, chez le nouveau-né, vous le voyez. Donc, il y a beaucoup de maladies telles que les maladies métaboliques, l'infection, elle peut s'accompagner de cholestase. Les cholestases bénignes transitoires qui restent quand même un diagnostic, on va dire, d'exclusion. C'est quoi en fait? C'est ce qu'on nous a parlé, appelé le syndrome de bile épaisse. Alors ça se voit chez les enfants qui ont déjà fait une hémolyse en période néonatale, suite à laquelle ils développent une cholestase. Et là, quand on fait l'échographie, on a cet aspect, ce qu'on appelle en sludge, au niveau de la vésicule biliaire. Vous avez les déficiences en chimiotripsine, vous avez les maladies de Bayler, et puis ce qu'on appelle les cirrhoses intrahépatiques, les cholestases intrahépatiques familiales progressives. Donc concernant les voies biliaires extrahépatiques, vous avez la lithiase biliaire, les perforations. C'est assez exceptionnel, hein, prise de convection congénitale des voies biliaires, ça reste assez exceptionnel. Mais c'est surtout l'atrésie des voies biliaires. Vous voyez, 45% des causes intra-extra-hépatiques est représentée par l'atrésie des voies biliaires. Donc, il faut savoir y penser. Chez l'enfant, pour les causes extra-hépatiques, c'est surtout les kystes de cholédoque, la lithiase de la voie biliaire principale, des tumeurs malignes des voies biliaires, ça existe, ça reste assez rare, mais ça existe. Comme cause intrahépatique, vous avez toutes les causes de cholestase intrahépatique, de cholestase chez le nourrisson qu'on avait vu, mais qui sont passées inaperçues ou qui sont restées sans diagnostic. L'hépatite A, c'est possible, donc c'est les infections hépatitiques, je veux dire l'hépatite A, qui souvent, elle est très fréquente, d'ailleurs on parle d'hépatite A parce qu'elle est très fréquente. Je vous rappelle, c'est la maladie, elle fait partie des maladies mensales. Souvent les enfants sont atteints. Donc c'est des aliments qui n'ont pas été lavés, ou bien c'est parce qu'il y a une contamination. Il y a certains médicaments toxiques. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de médicaments qui peuvent interférer avec le métabolisme du foie et donc entraîner ce qu'on appelle une cholestase. Mais généralement, ça devrait
régresser une fois qu'on arrête le médicament. Sauf s'il y a un tableau d'insuffisance hépaticienne, ça c'est autre chose. Et puis, comme cause extra- et intrahépatique, c'est la cholangite sclérosante. La cholangite sclérosante, qui parfois elle est syndromique, c'est-à-dire ça s'accompagne un syndrome assez particulier, comme par exemple le craniopharyngiome. C'est une tumeur qui est assez redoutable. Nous allons prendre un exemple de cholestase intrahépatique, c'est la paucité ductulaire syndromique ou ce qu'on appelle le syndrome d'Alagille. Lui, il est dû à une diminution du nombre de voies biliaires interlobulaires et d'autres malformations congénitales. Ça reste une des plus fréquentes des cholestases familiales, 10 à 15%, et elle est souvent à transmission autosomique dominante, mais parfois on trouve des cas sporadiques. Le gène, il a été identifié, en fait, il y a 2 gènes qui ont été identifiés, et c'est une association de 5 critères majeurs dans la cholestase. Nous allons voir que le diagnostic reposera sur l'association d'au moins 3 des critères, sur les 5 critères de cholestase, de ces critères pour poser le diagnostic de syndrome d'Alagille. Alors, comment il se présente cliniquement? Vous avez une dysmorphie qui est assez particulière. Vous avez un faciès qui est très, comme on l'a dit, vous voyez ici, un visage triangulaire avec au sommet inférieur ce montant. Vous voyez, triangulaire. Un front bonbon large, il y a un hyperthyroïdisme que vous voyez ici. Un petits yeux foncés, encelure nasale, l'aplatissement là, encelure nasale. Un petit menton pointu comme on l'a dit, et des oreilles et des couilles. Donc ça, c'est le faciès très particulier. Ça, c'est des photos que j'ai prises d'autres ouvrages. Donc, d'autres anomalies à laquelle s'associent ces faciès, c'est les anomalies cardiaques, dans la sténose de l'artère pulmonaire elle-même ou bien une de ses branches. Donc, c'est très souvent, d'ailleurs dans nos petites séries, nous trouvons souvent l'artère pulmonaire comme cardiopathie, comme anomalie cardiaque. L'anomalie oculaire, c'est l'embryotoxon qui est un angle blanchâtre, se trouve à la périphérie de la cornée. Et ça, c'est pas le fondé qui le fait, c'est l'examen à la lampe à fente. Il faut bien préciser quand on demande des examens, examen lampe à fente. Les anomalies osseuses, et là, c'est assez pathognomonique, c'est les vertèbres, ce qu'on appelle un aile de papillon. Voilà. Ça, c'est une image d'IRM, hein, mais c'est comme ça qu'on trouve au niveau mais elle est souvent dorsale. Associé de ça, vous avez le retard de l'âge osseux. Donc, on peut avoir d'autres associations, des critères mineurs tels que la tête rénale, tubulopathie, mésangiolypidose. Mais rappelez-vous qu'il faut qu'il y ait au moins 3 sur les 5. On peut avoir les 5 sur 5, mais 3 sur les 5 critères pour donner le diagnostic positif. Le pronostic de cette maladie, c'est-à-dire que là, la cholestase, elle relève d'un traitement simple, symptomatique. Il n'y a pas vraiment un traitement, je veux dire, curatif. Le traitement et le pronostic dépendra de l'importance de l'atteinte adjacente, c'est-à-dire l'atteinte cardiaque. Il faut qu'il y ait un suivi. C'est ça d'ailleurs qui menace le pronostic souvent. Alors, quant à la transplantation hépatique, dans ce type de maladie, si vous avez un prurite très important et qui est réfractaire au traitement qu'on donne habituellement, et si vous avez c'est assez rare, hein, l'évolution vers une cirrhose, à ce moment-là, on pourra faire les démarches pour demander une greffe de foie. Deuxième exemple de cholestase extrahépatique, plutôt de cholestase, c'est des cholestases extrahépatiques. Vous avez l'atrésie des voies biliaires, qui est le résultat d'une oblitération acquise de cause inconnue, anté ou immédiatement postnatale des voies biliaires. Elle peut être partielle ou totale, c'est-à-dire c'est une destruction progressive des voies biliaires extrahépatiques avec progression vers les voies biliaires intrahépatiques avec installation de fibres cicatricielles de la part. Et là, le caractère progressif nous dit c'est un enfant qui va présenter une cholestase, mais cette cholestase, ce syndrome de cholestase, il va se confirmer avec l'âge, avec le temps. C'est-à-dire au départ, on pourra trouver une cholestase qui peut ne pas être complète, mais qui va se compléter par la suite et devenir permanente. Voilà comment on dit. Donc, dès les premières semaines, on peut trouver un foie. La splénomégalie, si vous avez un tableau d'HTP,
Et ce qui est bien chez ces enfants-là, c'est qu'ils ont un état général qui reste excellent les premiers mois. Ensuite, c'est un tableau de malnutrition parce que c'est la chronicité de la maladie qui fait que. Donc, il faut faire très attention. Donc, dès les premières semaines de vie, on peut avoir... Là, je vais vous parler de notre expérience. Nous avons eu des enfants qui avaient fait un ictère à la naissance. Donc, il y a un ictère néonatal qui s'est instauré. Ensuite, bon, l'enfant, il est né sortant. C'est un ictère physiologique. Hein. Un ictère physiologique, vous savez c'est quoi l'ictère physiologique, qui apparaît après 72 heures, on va dire, et qui disparaît normalement de façon spontanée. Donc cet enfant, il a présenté son ictère, et ensuite, comme c'est un ictère, on a opté pour un ictère physiologique, il sort chez lui. Mais ensuite, il y a un ictère qui envoie une coloration, mais possible que les parents, il est possible que le médecin qui n'est pas au courant de cette pathologie, qui peut passer inaperçu, c'est-à-dire qu'il y a une cholestase qui va se constituer progressivement et quand l'enfant il consulte, on peut penser à un ictère physiologique. Donc faites attention. Donc cette cholestase, elle va s'installer progressivement pour devenir permanente et complète. Voilà, l'œdème, l'acide, le syndrome hémorragique, etc., ça dépendra de tableaux cliniques avec lesquels le malade se présente. S'il présente dès les premières semaines, et là, on pourra bien sûr sauver cet enfant-là. S'il se présente à ce moment-là, on n'aura ni œdème ni acide. C'est-à-dire, vous devinez, c'est ce qu'on appelle l'HTP. Hein. Il n'y aura pas d'une hypertension portale. Il n'y aura pas d'un syndrome hémorragique grave. Donc, parce que la prise en charge, elle a été très tôt. Un syndrome hémorragique par effondrement du TP, puisque on avait dit c'est des vitamines K dépendants qui sont effondrés. Et quand on prend en charge la cholestase, on va donner depuis le départ le traitement symptomatique avec la vitamine K, plus des vitamines D, D et A. Donc les vitamines avec. Donc le prurite il peut survenir, mais imaginez un enfant qui va survenir à l'âge de 5 à 6 mois, bien sûr qu'on aura des signes de grattage au niveau des examens cliniques. D'ailleurs, c'est rapporté par la maman. Donc, sur le plan biologique, vous aurez le syndrome de cholestase, on ne va pas y revenir. Vous aurez même des gamma GT élevés. Donc, sur le plan radiologique, c'est l'échographie abdominale qui va nous découvrir une image kystique, liquidien sous-hépatique. Et là aussi, elle peut être de diagnostic anténatal. Si on a un très bon échographe, il peut faire la découverte de cette image en anténatal. Et donc, ensuite, c'est l'absence de la vésicule biliaire. Bien sûr, on avait dit qu'il faut une très bonne condition de jeûne et aussi il faut faire 2 fois ou plus cette échographie à jeûne. Il faut la répéter. Et l'absence de la vésicule biliaire, ou bien parfois on trouve un petit résidu, une petite image comme ici, au niveau de l'île de la vésicule biliaire. C'est ce que nous disent nos amis chirurgiens quand ils ouvrent le malade, quand ils font leur laparotomie ou bien leur chirurgie, ils trouvent un reliquat de vésicule biliaire. Donc le traitement, il est purement chirurgical. C'est une intervention correctrice qu'on appelle l'intervention de Casaille. Donc on va faire une anastomose, un geste anastomose en une anse intestinale, hépato-porto-entérostomie, ou bien la vésicule biliaire, hépato-porto-cholécystostomie, au niveau du foie. C'est pour permettre un rétablissement du flux biliaire. Donc ça, elle pourra être de très bons pronostics si on le fait dans les premiers mois. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça dépasse 2 mois. Maintenant, si le chirurgien il ouvre, il trouve un foie cirrhotique, il va faire son Casaille. Mais c'est un enfant qui doit plutôt revenir parce qu'on va l'inscrire sur la liste des enfants qui vont nécessiter la greffe de foie. Donc on va tout faire pour que la greffe de foie. J'espère que d'ici là, dans notre pays, on pourra faire cette greffe de foie.
Alors, la prise en charge de la cholestase, elle est d'abord étiologique. Ben, si on trouve la cause, il faut la traiter. En parallèle, elle est symptomatique. Donc, on va essayer d'assurer un apport nutritionnel pour assurer un bon développement, que ce soit croissance ou développement psychomoteur. Donc là, on pourra faire appel à une bonne nutrition entérale. On supplémente en vitamines, qu'on avait dit avec la vitamine A. Toutes ces vitamines vont être données par voie parentérale. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que nous avons il y a une malabsorption, parce qu'il n'y a pas il y a un obstacle à l'évacuation de cette bile. Et vous savez, on avait dit, c'est des vitamines liposolubles. Et puis vous avez le chélateur de sel biliaire, le chélateur qui est l'acide ursodesoxycholique ou l'ursolvant, qui va aider beaucoup pour la prise en charge de cette cholestase, notamment dans les cholestases médicales, je veux dire, qui ne relèvent pas de la chirurgie. Et bien sûr, la transplantation hépatique, il faut savoir l'indiquer quand on a un diagnostic à un stade tardif, par exemple, de beaucoup de maladies. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Voilà, concernant les cholestases, j'espère que ça a été assez clair. Nous allons entamer la deuxième chapitre qui est l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, beaucoup de définitions à retenir. C'est quoi le syndrome? On vient toujours, c'est un syndrome en fait. L'insuffisance hépatocellulaire se définit comme l'ensemble des signes liés à une altération aiguë ou chronique des fonctions hépatocellulaires. D'ailleurs, c'est très clair, c'est une altération des fonctions du foie. Donc, on parle d'une insuffisance hépatocellulaire aiguë quand c'est une défaillance aiguë des fonctions hépatiques sans encéphalopathie hépatique. On dit qu'elle est sévère quand il y a une diminution d'au moins 50% des facteurs de la coagulation sans signe tableau d'encéphalopathie hépatique, c'est-à-dire sans atteinte neurologique. Et on l'a dit grave, à chaque fois qu'on dit insuffisance hépatocellulaire grave, ça veut dire qu'elle est, c'est vrai, aiguë, elle est sévère, mais il y a une atteinte encéphalopathie. D'accord? Elle est dite fulminante lorsque l'encéphalopathie hépatique se développe dans les 2 semaines suivant l'ictère. Et c'est le cas de, rappelez-vous, de l'hépatite A. C'est vrai que l'hépatite A, elle peut être bénigne, mais parfois elle est d'évolution grave, telle qu'elle peut être à l'origine d'une insuffisance hépatocellulaire fulminante. Elle est dite subfulminante lorsque l'encéphalopathie hépatique se développe dans les 2 semaines à 3 mois suivant l'ictère. Sur le plan clinique, comment que ça se manifeste? D'ailleurs, cliniquement, ça varie en fonction de l'âge et de la cause de l'hépatopathie elle-même. Donc, chez les nourrissons, les signes sont très peu spécifiques. Vous avez une altération générale, des vomissements, un syndrome hémorragique. Donc, c'est un tableau souvent d'admission des enfants là. On a eu beaucoup de nourrissons admis dans ces tableaux cliniques. Et bien sûr, en parallèle, vous avez l'ictère et l'hépatomégalie avec ou sans splénomégalie. Donc, cette association qui nous fait évoquer le diagnostic d'une insuffisance hépatocellulaire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'ictère, il n'y a pas d'hépato, il n'y a pas... Donc, peut-être que ce n'est pas une insuffisance hépatique, c'est autre chose. Il faudra rechercher. Chez l'enfant, donc c'est un enfant âgé, l'insuffisance hépatocellulaire grave se manifeste par l'association de l'ictère et de l'encéphalopathie hépatique. Souvent le cas. Donc, il y a un syndrome général avec asthénie, où je ne vous dis pas que c'est grave. C'est grave l'insuffisance hépatique, ça veut dire que l'enfant il n'est pas bien. Donc, si en état général, il est altéré, il est asthénique cet enfant. On a une participation cutanéo-phalérienne, signe d'angiome stellaire, comme chez l'adulte, d'érythrospalmaire, d'hypocratine digitale qui vous disent qu'il y a une chronicité de cette pathologie. Vous allez avoir un syndrome hémorragique parce que vous êtes en face d'une défaillance hépatique, donc on peut avoir tout. Un syndrome cardiovasculaire, c'est des signes d'hypercinésie, c'est-à-dire tachycardie, hyperpulsalité cardiaque, baisse de la tension artérielle diastolique. Il faut avoir un syndrome de facilitation des infections, c'est-à-dire c'est des enfants qui vont faire rapidement ils sont très sensibles aux germes, donc ils vont faire des infections bactériennes graves, tableau de septicémie. Un syndrome ascitique, on le dit, il y a une défaillance hépatique, donc une hypertension portale, que biologiquement vous avez l'hypoalbuminie, etc., la tension hydrosodée. On peut trouver un syndrome de cholestase,
Ça dépendra de l'étiologie, de l'importance de la cholestase. Et le syndrome d'encéphalopathie hépatique, comme on l'avait dit, qui est la conséquence d'une insuffisance hépatocellulaire grave. Sur le plan biologique, comme on l'avait dit, c'est une défaillance. Donc, toutes les fonctions hépatiques vont être touchées. Quelles sont les fonctions hépatiques? Vous avez le cytolyse, vous avez les troubles de l'hémostase. Donc, il y a une insuffisance hépatocellulaire. Vous trouverez une cholestase, et pourquoi pas. Donc, il y a une hyperbilirubinémie totale et conjuguée, une cytolyse importante, un trouble de l'hémostase avec vitamine K, avec des vitamines, une baisse de vitamine 5, et du TP aussi, qui est très significatif, c'est-à-dire que ça ne répond pas vraiment à l'administration de la vitamine K. Une baisse des vitamines telles que fibrinogènes, des facteurs pardon, c'est pas une vitamine, hein. Je veux dire les facteurs vitamino K dépendants. Et tout ça aggravé par la CIVD. Autre anomalie des signes d'insuffisance hépatique, l'hypoglycémie, l'hypoammonémie, l'hypoalbuminémie, une urine sanguine très effondrée. D'accord? Les principales étiologies, bien sûr, avant d'arriver aux principales causes, il faut passer par l'enquête étiologique. Là, c'est comme la cholestase, l'enquête étiologique, ça passe par l'anamnèse, où on essaiera de tracer l'historique, les antécédents de cet enfant, les antécédents familiaux, ses antécédents à lui. Est-ce qu'il a fait objet d'une hospitalisation, de prise médicamenteuse? Les examens paracliniques qui vont nous aider ici, l'examen clinique plutôt qui va ici apporter, qui va nous rapporter des informations, ça permet d'évoquer certains diagnostics, comme dans le cas de cholestase pratiquement. Donc, et puis les examens paracliniques qui sont bien sûr orientés par l'anamnèse et par l'examen clinique. Donc, et comme principale étiologie chez nouveau-nés et nourrissons, par exemple, c'est les causes métaboliques qui sont en premier lieu. Et ces causes métaboliques, vous avez beaucoup de maladies. C'est vrai, il faut, à chaque fois on les évoque. Ça reste des maladies rares, mais on les trouve. Hein, si on cherche, on trouve ces maladies. La galactosémie, la fructosémie, la tyrosinémie, on en a parlé. Les anomalies cycles de l'urée, c'est assez rare par rapport aux 3 premières pathologies. Les anomalies d'oxydation des acides gras, les cytopathies mitochondriales qui demandent certains examens très spécifiques, tels que la chromatographie des acides gras, vous avez la chromatographie des acides aminés, vous avez un dosage des enzymes spécifiques. L'hémochromatose périnatale, oui, c'est possible. Les hépatites virales chez le nourrisson et le nouveau-né. Les hépatites auto-immunes et autres, vous savez, comme le foie de choc, les leucémies, c'est assez rare. Par contre, chez l'enfant, les causes qui viennent en premier, c'est les causes virales. Et là, je vous ai mis surtout les virus A, parce que c'est vrai, on dit hépatite A, elle est bénigne, mais parfois l'évolution, elle est foudroyante. Les hépatites auto-immunes, les hépatites toxiques, certaines maladies métaboliques, telles que la maladie de Wilson. Je parle de la maladie de Wilson parce que c'est des maladies qui relèvent d'un traitement. Hein, c'est des chélateurs de cuivre. En maladie de Wilson, c'est une maladie par surcharge en cuivre. Et ça relève d'un traitement qui est le dépénicillamine, le trolovol. Donc on a eu des cas. Bien sûr, c'est des malades qui sont devenus stables. Bien sûr, ça dépend aussi de l'âge du diagnostic de la maladie. Et puis, il y en a des causes, il y a des leucémies, ça dépend. D'accord? La prise en charge, vous savez, quand on dit insuffisance stable d'insuffisance hépatique, c'est généralement, ça relève des soins intensifs. C'est vrai, c'est des malades qu'il faut admettre en pédiatrie, ils peuvent relever d'une minute à l'autre des soins intensifs. Alors, le critère d'admission en soins intensifs, c'est quand vous avez des signes clinico-électriques, d'encéphalopathie hépatique, quand on a une fente du volume hépatique à plusieurs examens approchés, les chutes de facteurs de coagulation, le facteur 5 moins de 50%, on présente une acidose lactique, une hypoglycémie difficile à contrôler, des hémorragies digestives hautes et une insuffisance rénale. C'est des critères qui vous disent, tiens, c'est un enfant, on présente un de ces critères, vous allez dire, c'est un enfant qui doit relever de soins intensifs, des gestes qui sont assez précis, on va dire. Sinon, en dehors de ça, c'est un traitement symptomatique. Tout ce qu'on a vu, syndrome hémorragique,
on ne va pas y revenir. Le traitement étiologique, si vous avez trouvé l'étiologie, mais il faut savoir penser à la transplantation hépatique, et là aussi nous avons des indications. Vous voyez, à chaque fois qu'on a affaire à une pathologie du foie, il ne faut jamais sous-estimer les diagnostics et toujours plutôt penser à un moyen thérapeutique qui est la transplantation hépatique. Et nous appelons nos amis chirurgiens à la développer. Voilà concernant les insuffisances hépatocellulaires. Bien sûr, si vous avez des questions, j'aimerais bien les avoir au niveau de vos commentaires. En dernier, nous allons voir les cirrhoses. Qu'est-ce que les cirrhoses? Les cirrhoses, c'est une étape évolutive finale de nombreuses maladies chroniques du foie. Donc, évolution finale. Étape évolutive finale de nombreuses pathologies du foie. Et des pathologies chroniques. Nous allons là y revenir, je vais vous embêter avec les maladies métaboliques, mais c'est dommage. C'est des maladies avec lesquelles on doit y penser et avec lesquelles il existe certains relèves d'un traitement spécifique qui existe dans notre pays. Alors, sur le plan état dynamique, ça reflète la distorsion de l'architecture hépatique, c'est-à-dire, au départ, vous avez une lésion initiale qui est la nécrose, vous l'avez fait sûrement en histologie. Là, ensuite, vous avez une réponse cicatricielle, et là, c'est la fibrose qui s'installe, et puis vous avez les régénérations, les nodules. Tout ça, c'est des signes qu'on va retrouver quand on fait l'analyse du tissu hépatique. Et bien sûr, on le fait soit par la biopsie du foie, soit par directement la parotomie, biopsie du foie. D'accord? Sur le plan classification, donc nous avons des classifications en fonction de la taille des nodules, soit des macros, micros, souvent c'est mixte. En fonction de la taille du foie, cirrhose atrophique, cirrhose hypertrophique. Alors, là, je rouvre une parenthèse, cirrhose atrophique. Vous avez une pathologie hépatique, par exemple, nous avons eu des cas, par exemple, d'une tyrosinémie. Et donc, nous avons l'habitude de palper un gros foie chez cet enfant-là. Alors, la malade ne prenait pas vraiment son traitement de façon régulière, donc le traitement, et ni son régime d'ailleurs. Donc, c'est une enfant qui, par la suite, elle a mal évolué. Et on a su ça quand on examine, bien sûr, et quand on fait des examens complémentaires de surveillance biologique de ce type de maladie. Donc, quand on palpe, on ne retrouve plus ce foie qu'on avait au départ. Mais c'est plutôt un foie qui a régressé de volume. Et donc, quand on ne trouve pas le foie chez un enfant connu pour une pathologie hépatique X, au contraire, il faut s'inquiéter. C'est-à-dire que c'est un foie qui est devenu atrophique, tellement qu'il est fibreux. Parfois, c'est une cirrhose hypertrophique. Et en fonction des altérations de la structure hépatique, c'est une cirrhose biliaire ou aussi les cirrhoses post-nécrotiques. Donc, cirrhose biliaire, c'est en rapport avec tout ce qui est tractus biliaire. Et post-nécrotique, c'est en rapport avec surtout l'atteinte par enchématose. Le diagnostic positif, nous avons des arguments cliniques et on revient, c'est la transformation morphologique du foie. Donc c'est un foie qui devient dur, et ça c'est très pathognomonique, mais pas insuffisant. Donc l'irrégularité, donc vous avez la dureté, l'irrégularité de la surface. Bien sûr, il faut qu'elle soit étendue à l'ensemble du foie. Et surtout, vous avez le bord inférieur tranchant. À chaque fois qu'on rencontre un bord inférieur tranchant, on se dit c'est un élément majeur devant un foie irrégulier. Ça témoigne d'une évolution vers la cirrhose. Parfois, c'est des malades qui sont admis dans ce tableau clinique. Les signes de cirrhose hépatocellulaire, qui sont souvent accompagnent plutôt ce foie dur irrégulier à bord inférieur tranchant. Vous avez l'ictère. L'ictère, ça peut être une cholestase. Souvent, c'est un ictère cholestatique. Et puis, vous avez aussi l'atteinte encéphalo-hépatique. La confusion, trouble. Aussi, les signes d'HTP, que vous connaissez de la cystite, la splénomégalie, circulation veineuse collatérale, l'hémorragie digestive, tout ça. Donc, souvent, qui accompagne ce tableau clinique.
Sur le plan biologique, va essayer d'explorer les fonctions hépatiques. Donc vous avez l'insuffisance hépatocellulaire, on a à chaque fois décrit. On va chercher l'hypersplénisme. D'ailleurs, c'est la pancytopénie. Donc vous avez une anémie, vous avez une thrombopénie, vous avez une leucopénie. Donc les 3 lignées qui sont touchées du fait de l'importance de la rate. Donc ce qu'on appelle, il y a une consommation importante de ces 3 lignées. Donc c'est un enfant, comme vous le voyez, qui peut faire des anémies, des syndromes hémorragiques donc, et des infections. L'insuffisance hépatique, on va essayer de voir s'il ne fait pas des troubles aussi de l'hémostase en parallèle. Donc il n'y a pas un tableau de CIVD qui peut souvent accompagner ce tableau de cirrhose. Donc on essaiera d'explorer toutes les fonctions hépatiques. Et comment on fait les explorations sur le plan paraclinique? Donc vous avez l'échographie. Alors l'échographie qui va nous donner des signes directs de l'atteinte parenchymateuse, donc une hypertrophie du lobe coudé, une hétérogénéité diffuse du parenchyme et la surface nodulaire du vide. Donc tout ça, c'est des données que nous allons rechercher par l'échographie. En parallèle, on peut aussi trouver des signes d'HTP, plutôt d'hypertension portale, la splhénomégalie, circulation veineuse collatérale, et la dilatation de la veine porte, c'est des signes d'une hypertension portale. Deuxième examen, c'est l'endoscopie digestive haute. On va essayer de rechercher les varices œsophagiennes qui vont nous dire si c'est... et puis qui vont conditionner notre prise en charge par la suite. D'autres examens tels que la splénoportographie, l'artériographie cœliaque sont assez rares, faites rarement dans notre structure. La parotomie exploratrice, oui, en absence d'acide ou d'une laparotomie, on pourra faire éventuellement cette laparoscopie qui va nous permettre de voir le foie, sa surface, etc., renseigner sur une éventuelle circulation veineuse, et donc permet une biopsie dirigée. Si on n'arrive pas vraiment à faire une ponction biopsie, nous allons revenir. Donc la ponction biopsie du foie que nous faisons chez ces enfants-là, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop d'hémostase, il n'y a pas un TP moins de 60%, des plaquettes pas de plus de 100 000 et absence d'acide. Bien sûr, le consentement des parents, c'est important. On fait une petite anesthésie locale. J'avoue que c'est assez difficile chez le grand enfant. Nous la faisons au niveau de notre structure. C'est assez difficile chez le grand enfant parce qu'il a normalement, c'est une petite anesthésie générale. Sinon, c'est une anesthésie locale et donc, à l'aide d'une aiguille, on va faire, c'est un kit d'ailleurs de ponction pour PBF. Dans la lecture va permettre de, comme on l'a dit, de voir les nodules de régénération, la fibrose, la lésion hépatocellulaire existante. Évaluer la sévérité de la cirrhose, ça fait partie de notre prise en charge. Donc il y a un score Scheld-Krug qui est calculé sur certains paramètres, à savoir l'encéphalopathie, l'acide, la bilirubine, l'albumine et le taux de prothrombine. La gravité est croissante avec la valeur du score. Entre 5 et 6, c'est classe A. Donc vous avez des classes en fait qui sont définies. Vous avez la classe A, la classe B, la classe C. La classe A vous dit que pour le moment, c'est un enfant qui ne relève pas de transplantation de foie, mais ça demande la surveillance. Et puis la classe B, c'est un enfant qui reste toujours sous surveillance, mais assez rapproché. Et puis la classe C, ça vous dit, écoutez, cet enfant doit relever d'une greffe de foie. Faites votre nécessaire. Le diagnostic étiologique, après avoir fait notre enquête étiologique, bien sûr qui est calqué en fait, comme pour les cholestases et les incidences hépatocellulaires, ça passe par l'anamnèse, par l'examen clinique, par certains examens complémentaires dirigés. Vous avez les cirrhoses biliaires, et là, quand vous avez un tableau, à chaque fois que vous avez un tableau de cholestase, on évoque les cirrhoses d'origine biliaire. Alors, comme cause, vous avez les causes de cholestase extra-hépatique, telles que l'atrésie des voies biliaires, on le voit ici. Donc, si on n'a pas fait notre diagnostic très tôt, s'il n'y a pas une prise en charge très tôt, c'est un enfant qui va évoluer vers la cirrhose. Et voici donc l'atrésie des voies biliaires, les cuisses de cholédoque, les compressions extrinsèques des voies biliaires. Comme cholestase, cause intra-hépatique, là, on a un peu associé
beaucoup de causes. Vous avez les hépatites, vous avez les hyperplasie tubulaires, la maladie de Bayer, la mucoviscidose, déficit dans la phagocytine, etc. Ça, c'est les cirrhoses biliaires. Vous avez les cirrhoses post-hépatitiques. Et j'en parle parce que c'est des arguments qui nous permettent il y a des arguments qui nous permettent de penser à ce diagnostic. C'est les antécédents d'hépatite virale. Et quand on a des sérologies virales positives à plusieurs intervalles, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont fait une hépatite, mais leur sérologie, elle reste pathologique. Notion de prolongation des signes cliniques et ou biologiques de l'atteinte hépatique, ça c'est pas bien. Donc ces enfants doivent relever d'une surveillance assez rigoureuse. Et puis vous avez aussi le caractère macronodulaire de la cirrhose qui fait évoquer l'origine post-hépatitique. Vous avez les causes métaboliques, on n'en parle jamais assez. Vous avez des signes qui sont en faveur, c'est à chaque fois que vous avez la consanguinité, vous avez des cas identiques dans la fratrie de décès inexpliqués, et aussi il y a des âges qui correspondent à certaines pathologies, comme par exemple tyrosinémie, on évoque à chaque fois quand nous avons affaire à un nourrisson plutôt, tableau de cirrhose, même on peut trouver aussi un grand enfant, mais c'est plutôt le petit enfant et le nourrisson. La galactosémie, fructosémie, c'est les nourrissons. Vous avez le déficit antitrypsine, la mucoviscidose qui peuvent aussi se voir chez un enfant d'un certain âge, au-delà du nourrisson. La maladie de Wilson, là, c'est à partir de 4-5 ans. Et certaines maladies lysosomales comme maladie de Boucher et maladie de Neumann-Pick qui peuvent s'accompagner d'une cirrhose, mais c'est assez rare. C'est des maladies, on va dire, de surcharge. Les cirrhoses vasculaires, elles sont très rares, secondaires à la congestion veineuse. Vous avez l'exemple de la péricardite chronique constrictive qui se voit au cours de quoi? Au cours de la tuberculose, d'une péricardite tuberculeuse. Donc, il faut savoir la rechercher. Quand vous surveillez vos malades-là, il faut savoir la rechercher chez des enfants qui ont fait des antécédents de péricardite tuberculeuse. Vous avez aussi le syndrome de Budd-Chiari et la maladie bilio-occlusive. Sinon, c'est des cirrhoses cryptogénétiques. On peut ne pas trouver, disons, des étiologies évidentes. Alors, le traitement de cette cirrhose, on n'en parle jamais assez. Le traitement radical de la cirrhose reste actuellement et la transplantation hépatique. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est la prévention, c'est-à-dire prévenir, savoir dépister des maladies métaboliques, savoir faire un diagnostic précoce de certaines pathologies comme la trisite des voies biliaires et savoir faire la surveillance de certaines pathologies chroniques. Vous savez, on avait dit classe A, classe B et classe C. Donc, pour venir vers la transplantation hépatique qui reste notre seul traitement radical de la cirrhose. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas été trop longue avec vous. Sinon, j'attends vos questions dans les commentaires. Merci beaucoup.